Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Cindy, bienvenue à What Moves You. Je suis vraiment contente de t'accueillir ici ce matin. L'invitation. Oui, puis écoute, ça fait vraiment longtemps, on s'en est parlé un peu micro fermé, mais ça fait vraiment longtemps que je veux avoir quelqu'un pour venir parler de la santé financière sur le podcast. Puis honnêtement, j'avais jamais vraiment trouvé la bonne personne parce que je voulais quelqu'un qui allait pouvoir m'aider, oui, à parler peut-être des aspects plus techniques de la finance, comment trouver de l'argent, investir, se rendre plus loin avec son argent, mais aussi justement d'un point de vue mindset, d'un point de vue côté psychologique autour de l'argent. Je pense que c'est un aspect de les finances qu'on voit pas souvent, mais qui a vraiment un gros impact. Fait que c'est vraiment pour ça, pour aussi ceux qui écoutent, quoi que je trouvais que tu étais l'invité parfaite pour venir amener ce sujet-là au podcast. Pour commencer, je t'invite un peu à nous partager ton parcours, ton histoire, comment tu t'es rendu à devenir coach d'entrepreneur, coach financier dans ton travail maintenant de tous les jours. Je te laisse le micro pour nous partager tout ça. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir coach? En fait, j'étais avocate avant. Et j'aimais ma job comme quelqu'un est habitué de faire ce qu'il fait. Tu sais, c'est comme j'allais au travail, j'avais 1 heure de trafic aller-retour, mais c'était la vie. Tu sais, je me disais, bon, mais c'est ça la vraie vie, tu sais, c'est ce que les gens font en général. Fait que it's OK. Fait que c'était très machinal comme travail quand même que je faisais. Mais j'accumulais beaucoup de dettes, donc j'étais un petit peu en train de compenser, pas mon mal-être, là, mais tu sais, j'étais pas nécessairement dans ce que je faisais. Fait que je dépensais quand même beaucoup d'argent. Puis j'ai été approchée pour faire une entreprise, pour partir une entreprise de marketing relationnel à l'époque, ce que je fais aujourd'hui. Mais ça m'a fait découvrir un petit peu plus l'entrepreneuriat et tout ça. Où je veux en venir avec tout ça, du coup, pourquoi tu es devenue coach financière, c'est que quand j'ai quitté le droit, pour me concentrer à mon entreprise, j'avais plus de 70 000 de dette et j'ai fini par faire une faillite personnelle. C'était beaucoup trop, je suis maman monoparentale, j'ai pas une semaine sur 2 de pension alimentaire, rien de ça, it's all on my own. 70 000, c'était trop gros pour un revenu de 70 000 par année que je faisais et que là, je ne faisais plus parce que j'avais quitté mon emploi puis mon entreprise, finalement, a pris le bord parce que quand on a des soucis financiers, ça a un impact vraiment sur tout au complet, nos ajustements, comment on approche notre clientèle, comment on gère des business, qu'on gère notre vie en général, ça crée des conflits. Donc, en faisant faillite, moi, j'étais un livre ouvert dans la vie, fait que j'étais dans un groupe de BNI, je sais pas si tu connais les BNI ou si les gens qui nous écoutent connaissent ça, mais c'est un réseau de gens d'affaires, donc des comptables, des avocats, des courtiers, name it. OK. Et ça arrive quand même dans des belles voitures, généralement, ils ont quand j'ai dit out loud que je venais de faire une faillite, ils sont venus me parler, puis ils sont venus me dire « Hey, c'est vraiment inspirant, parce que moi aussi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés financières. » Ouais. Tu sais, là, je fais le saut, c'est comme, mon Dieu, OK, t'as l'air de tellement bien aller, t'as tellement l'air d'être au-dessus de tes affaires. Puis là, je me suis dit, wow. Moi, j'ai été m'éduquer suite à ma faillite parce que je me suis dit que je relève ma situation. Fait que j'ai décidé tout simplement de me dire, ben, je vais starter une business juste petite pour aider quelques personnes qui veulent avoir un petit peu les techniques que j'ai eues. Et ça a vraiment pris rapidement de l'ampleur parce qu'on se rend compte que ben, on nous l'enseigne pas l'argent, on l'enseigne pas. Non. Quand on nous l'enseigne, on nous apprend le ABC des stratégies, il y a quelque chose qui est jamais vu, puis c'est tout le ressentiment, les émotions qu'on a par rapport à l'argent, les croyances, les bagages qu'on traîne avec nous au fil du temps. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai parti mon coaching il y a maintenant 7 ans et demi pratiquement, là, que c'est strictement ça que je fais. Wow, puis c'est vraiment cool parce que, écoute, je savais pas plus l'histoire, moi, en commençant aujourd'hui. Puis je trouve que de nos jours, on se fait souvent en jeune. Peut-être que les temps changent puis que c'est peut-être moins le ressenti, mais du moins quand moi, j'étais dans le processus, justement, de
choisir ma carrière, choisir mes universités. On se fait tellement dire, ah, la minute que tu as le bac, la minute que tu as le titre, le poste, le peu importe, que tu sais, ça va bien aller après ça, puis que t'es set, right? En autant que l'argent qui rentre est là, ben, t'en auras pas de problème. Mais c'est tellement une petite partie de toute l'histoire qui, justement, on s'est jamais fait apprendre comment bien gérer un budget, comment bien gérer notre argent, puis tout l'aspect émotionnel qui est derrière ça. Fait que, merci de partager ton histoire. Je peux pas imaginer, tu sais, un peu t'as pas l'air de quelqu'un d'être gêné dans la vie, là, mais c'est quand même quelque chose de personnel de partager, surtout dans un cadre comme toi où c'est très professionnel. Fait que bravo, hein, d'être là, d'être honnête avec ça, puis d'aider les gens à travers ça. Je trouve ça vraiment En fait, pour moi, inspirant. c'est un mandat. Ouais. Je suis pas la multimillionnaire qui arrive qui dit je vais changer vos vies. J'ai passé le chemin. Je le Ouais. passe encore à tous les jours. C'est un travail constant sur soi, là, l'argent. Là. Dès que tu atteins un autre niveau, c'est d'autres problèmes, c'est d'autres gestions, c'est d'autres choses qui arrivent. Fait que si j'avais pas dit volontairement que, écoute, voici ça, mais c'est comme je dis souvent que c'est ma plus grosse défaite, entre parenthèses, m'a amené à me pire. Parce que quand tu comprends une situation, c'est comment tu réagis à la situation qui fait toute une différence. Fait que Absolument. build-up là-dessus, puis c'est ce que je veux redonner. Tu sais, pas nécessairement partir une business de finances ou quoi que ce soit, mais de me dire, hey, je peux aller réaliser tes objectifs. Je peux enfin faire des choix qui sont alignés avec moi. Parce que pour reprendre un petit peu, faire un rewind sur ce que tu as dit, tu es jeune, tu vas à l'école, on te demande de trouver un emploi. C'est un emploi généralement que tu vas avoir for the rest of your life. Moi, j'ai 40 ans au moment où on se parle, et ma clientèle vacille entre 25 et 55 ans, mais plus dans les 30 ans et plus, et généralement vers la fin trentaine, début quarantaine, les wake-up calls se font ressentir. Les gens sont tellement poussés à justement avoir un travail qu'à un moment donné, c'est pas ce qu'ils aiment, fait qu'ils sont complètement désalignés. Et ça, c'est un problème parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est désaligné? On dépense. Généralement, on va les compenser. Fait que là, on s'endette en tant qu'adulte. Fait que, tu sais, c'est tout interrelié. Ça a l'air pas flou comme ça, mais tu sais, c'est le plus jeune possible. On éduque les gens sur, fais pas juste de l'argent. Fais de l'argent qui te fait vibrer, que t'aimes, que t'es aligné avec, qui fait du sens avec toi, que t'as un purpose, tu sais. Il y a quelque chose en arrière de ça, puis que la moitié de ton argent, quand t'es jeune, t'es encore chez tes parents, devrait aller dans un compte pour aller travailler pour toi. Que le reste, have fun. Tu sais, c'est déjà tout ça était appris, montré c'est quoi les étapes, c'est quoi les rendements que tu peux faire. Je pense que financièrement, les jeunes d'aujourd'hui iraient beaucoup mieux que ma génération à moi actuelle qui croule vraiment majoritairement sous les dettes actuellement. Oui, absolument. Puis là, j'espérais, dans le cadre d'aujourd'hui, de toucher vraiment sur, l'aspect mindset et sur l'aspect vraiment practical advice, les tips concrets qu'on peut donner aux gens niveau finance. Fait que j'aimerais peut-être commencer, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont écouté ton histoire, oh boy, là, c'est peut-être pas 70 000, mais je me vois dans ces habitudes-là. Je sais pas par où commencer. Fait que, est-ce que tu peux nous ramener un peu en arrière à ce moment-là, justement, où que tu as pris ta vie financière, ta vie en main? C'est quoi les étapes concrètes que tu as commencé à faire à partir de là, que les gens à la maison, que ça soit des petites étapes ou des grosses, qui peuvent commencer à faire aussi? Je te laisse me dire si tu pourrais commencer par les techniques financières ou le mindset ou juste tout le mélange ensemble. Ça va être un peu imbriqué, tu sais, je vais y aller vraiment avec qu'est-ce que moi j'ai fait mes premières étapes, puis ce que j'enseigne généralement comme première étape à ma clientèle. Premièrement, quand j'ai réalisé, parce que ça peut prendre du temps, il y a des gens qui vont commencer à stresser à 5 000 2 000 de dette, il y a des gens qui, à 70 000, ne stressent pas encore. Fait que, tu sais, c'est vraiment, chaque personne vit son stress de manière différente. Donc, ça fait partie des tests de personnalité que j'analyse. Donc, quand j'ai réalisé que je peux plus, je suis face à un mur, j'ai même fait une mini attaque de panique, si tu veux. La première fois de ma vie que ça m'arrivait, parce que j'ai un neuroticisme qui est bas. Je vais parler tantôt des 5 traits de personnalité, mais ça a pris du temps. En réalité, mais quand c'est arrivé, ça a vraiment été un coup de poing, puis j'ai vraiment vu tout noir, puis j'étais comme, j'ai plus de solution. Ça, c'est être le nez collé dans ses affaires. On n'a plus de solution. 70 000, c'est impossible. Mais quand j'ai repris mon souffle, j'ai commencé à faire des recherches.
J'ai commencé à faire des recherches sur c'est quoi mes solutions. Clairement, à part d'aller travailler 100 heures semaine, j'en ai pas de solution. Je suis maman de la maison, je suis maman monoparentale. Là. Je peux pas commencer à travailler matin, midi, soir, fin de semaine. Ça Ouais, n'a pas de bon sens. Genre, je fais une gardienne, je reviens quand même au même point. aux mêmes places, ouais. Fait que j'ai lu sur la proposition de consommateur, j'ai lu sur la faillite, j'ai lu sur la consolidation, j'ai été vraiment me renseigner. Euh, j'ai appelé des syndics de faillite, j'ai vraiment été prendre le pouls de c'était quoi mes conséquences par rapport à ça. Eux autres me suggéraient la proposition de consommateur. C'est sûr, pour eux autres, généralement, c'est plus payant. Moi, je suis toute tête de cochon. Puis je suis quand même très wise et allumée. Puis j'avais lu sur la faillite. Puis moi, c'était un no-brainer. Je voulais qu'en 9 mois, 200 par mois, j'ai réglé mes affaires. On passe à autre chose. Fait que j'ai été pour une faillite. Et le gars qui, justement, m'a signé ma faillite, c'est un gars qui faisait partie de mon réseau de gens d'affaires. Puis il m'a dit cette journée-là, Cindy, comment tu te sens? Quand j'ai signé, j'ai dit, je me sens comme une nouvelle millionnaire. Puis appelle-moi dans un an, je te garantis que ma situation va être tout autre. Il m'a dit oui, mais vu que j'étais une de ses amies, si on veut, une collègue, il m'a dit généralement, les gens, après un an, vont pas si bien que ça. Tu sais, c'est pas toujours super bien géré, puis tu sais, les docteurs reviennent. Je dis, ouais, watch me. Fait que moi, je suis allée me former aux États-Unis, justement sur une formation qui m'apprenait un petit peu les stratégies à commencer à mettre en place, mais surtout à me comprendre moi. Pourquoi J'ai je me juste suis une rendue? petite question. Désolée de te couper. Je veux juste être sûre que c'est clair, parce que c'est pas clair pour moi. Fait que je me dis que peut-être que ça va être pas clair pour les gens. Quand tu dis là, que tu as signé le papier, est-ce que c'est quelqu'un qui te donne le 70 000 pour enlever ça de tes cartes de crédit d'intérêt, puis c'est toi après ça qui repaye le 200 Non, ou c'est comment non. exactement? Là, j'avais un poil dans ma bouche, je m'excuse. En fait, quand tu fais faillite, c'est que le syndic de faillite, lui, ça va faire sa job. Il s'en va proposer un montant j'ai vraiment un poil, au créancier. OK? Mhm. Fait qu'après ça, il te revient avec une suggestion. Fait que ça va te coûter tant par mois pendant 9 mois ou pendant c'est 18 mois, en tout cas, 21 mois, dépendamment du revenu que tu fais. Mon OK. revenu, je l'avais gardé petit, j'étais plus avocate, je travaillais pour un courtier hypothécaire. Bref, je me suis organisée OK. pour vraiment qu'en 9 mois, ça soit terminé. Après ça, c'est le syndic que je paye 200 par mois pendant 9 mois. OK. Tu sais, il donne pas l'argent parce que imagine, quelqu'un est tout le temps Mais non, endetté, c'est ça. se fait mettre 70 000 dans son compte de banque, perd de 170 000, il y a des Ouais. bonnes chances qu'il se ramasse avec 140 000 de dette Ouais, au ouais, ouais. milieu. Fait que, tu sais, une Ouais. faillite, c'est vraiment géré par un syndic OK. qui, lui, après ça, va prendre, proposer, et c'est avec lui que tu gères la paperasse. OK. C'est bon. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir ces informations-là. Parce que tu vois, t'es pas rendu là, puis je te souhaite jamais de te rendre là, mais c'est de l'information qui est importante à savoir. Comment je Ouais. peux manager ce bout-là, que ce soit Ouais. ou une faillite, c'est la même chose. Ensuite, c'est ça. Fait que moi, j'ai été me former. J'ai vraiment commencé à faire des mini-steps. Donc, j'avais plus le salaire que j'avais. J'étais à 18 de l'heure quand, à cette époque-là. C'est vraiment très peu, là. J'ai Ouais, j'étais ben, même très jeune, je pense que j'ai... en tout cas, bref, très peu. Mais rapidement, j'ai réussi à avoir un 3 000 de côté. Ce que j'avais jamais eu. À 18 de l'heure, je faisais 70 000, j'avais 70 000 de dette, j'avais pas une scène de côté, ça allait pas bien. À 18 de l'heure, j'ai de l'argent. Pourquoi? Parce que je travaillais beaucoup sur moi. Je m'observais. J'observais c'était quoi mes réactions, mes dépenses, pourquoi je dépensais, est-ce qu'il y avait quelque chose d'émotionnel en arrière de ça, et je notais tout mes dépenses. Tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait. Ça, c'est l'étape numéro 1, je pense, pour avoir un wake-up call sur tes habitudes financières. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Parce que généralement, les gens, je vais leur demander combien tu gagnes par mois. Plus ou moins X, ouais. combien tu dépenses par mois. Bon, là, c'est dit à part le loyer, ces affaires-là, je suis pas sûre. Mais quand c'est de l'incertitude comme ça, c'est sûr que c'est difficile de manager autour de ça. D'avoir vraiment un bon guideline, savoir qu'est-ce qui rentre, ce qui sort, t'observer, d'écrire avant de dépenser, ça te fait think twice. Tu sais, c'est comme, Ouais. ah, je vais-tu vraiment dépenser ça ou je vais-tu vraiment sortir mon cahier pour une gomme au dépanneur? Tu sais? Ouais. Non. Fait que ça a été ma première habitude. Deuxième habitude que changé ma vie, en fait, qui a fait en sorte que j'ai pu avoir 3 000 de côté malgré mon petit revenu, c'est que j'ai commencé à me payer en premier.
Le Mm. payant premier, ça, c'est vraiment ma base. C'est comme ça que je l'enseigne à tout le monde. C'est que t'as les moyens, t'as pas les moyens, t'as pas les moyens de ne pas te payer en premier. Ouais. Ce qui veut dire que tout ce qui rentre dans ton compte de banque, il devrait avoir un pourcentage qui part dans un compte de payer en premier. Quand je dis se payer en premier, c'est pas je vais aller me payer un massage, je vais aller Ouais. freelancer au soleil. C'est de l'argent qui va aller travailler pour toi. Donc, tu vas placer. Tu fais en sorte que ton focus va changer de place. Parce que what you focus on expense. Tu focuses Ouais. juste, moi j'ai des dettes, ça va mal, j'ai des dettes, ça va mal, j'ai des dettes, faut que je m'en sorte, faut que je paye mes dettes. Les dettes vont continuer. Parce que tu vas Ouais. avoir un taux d'anxiété tellement élevé que tu vas aller surcompenser en dépensant. Tu vas t'auto-punir pour avoir une dopamine maintenant, Ouais. mais qui va juste refaire le flow de l'anxiété qui va augmenter. Ouais. Alors, si tu commences à avoir de l'argent qui travaille pour toi, oups, et j'ai plus le goût de dépenser, et j'ai de l'argent, puis j'ai pas le goût d'aller piger dedans. C'est la première fois de ma vie que j'ai ça dans mon compte de banque. Ouais. Le Ah focus, non, c'est clair. tes habitudes deviennent différentes. Il y a des choses qui commencent à être intégrées différemment. Fait que, tu sais, c'est vraiment les deux piliers, puis ils avancent en même temps. Tu sais, autant il faut que tu travailles sur toi, que tu t'observes, que tu prennes le temps de, dans un high, et là, je dépenserais. Le temps d'être posé avant Ouais. de prendre une décision. Et autant que quand tu commences à te connaître, tu commences à être capable d'implémenter des stratégies qui sont alignées avec qui tu es. Parce que c'est pas toutes les stratégies qui marchent pour tout le monde. Tu as un budget, quelqu'un qui a une consensuosité qui est faible, par exemple, donc quelqu'un qui est moins organisé, t'as beau lui faire un beau budget, quand elle regarde son budget, elle comprend pas le budget. C'est Ouais. trop pour elle. Ouais. Quelqu'un qui est ultra consciencieux, donc très bien organisé un budget, c'est parfait. Les petites lignes, les colonnes sont là, et elle a du fun à jouer dans ses tableaux. Ça, Fait c'est moi, ça. mais c'est toi, t'es probablement quelqu'un d'ultra organisé, qui aime ça sur un Oui. tableau Excel, des listes, des to-do. Fait que toi, t'as cette force-là de, même si, admettons, parce que la plupart des gens qui sont consciencieux, mais qui n'ont pas d'éducation financière, vont scorer quand même comme s'il y avait peu de conscienciosité, parce qu'ils ne comprennent pas comment Ouais. gérer leur argent. Mais eux autres, dès qu'ils ont les outils de compréhension, c'est simple, là. Ça sort du tableau, ça se calcule tout seul. OK, là, je peux faire du rendement là, du ci, ça. Beaucoup plus facile. Puis Alors, pour quelqu'un qui est pas... Ouais, c'est ça ma prochaine question. Pour quelqu'un qui est pas... qui pense pas de cette façon-là, j'imagine qu'il y a quand même des stratégies qu'on peut mettre en place pour mieux gérer, pour pas que ça soit juste flou dans l'air, j'ai aucune idée. Ça serait oui, quoi cette stratégie-là? ben, ça va être, ben, la personne va devoir trouver ses propres stratégies, mais par OK. exemple, d'avoir automatisé Mhm. d'enlever pour se payer en premier. Ouais. Ça, les banques l'offrent toutes maintenant. T'as plus d'excuses à dire, ah, ça me tente pas de le faire manuellement. Automatise-le. Mm. Mets-toi des reminders. Prends un petit papier crayon, là. Écris ce qui est rentré, ce qui est sorti. C'est plus simple pour quelqu'un qui n'a pas le Ouais, cerveau. oui. Moi, je score très faible en conscienciosité. L'organisation, c'est très difficile. Moi, ça me demande un effort. Ouais. OK? Fait que moi, ça a été ça. D'écrire, de me faire des petits tableaux, à toutes les semaines, de regarder, OK, où c'est que j'ai overspend, où c'est que je vais. Fait que ça, c'est. À un moment donné, ça devient intégré. Tu sais, ça devait faire Ouais. long à dire, mon Dieu, là-dessus. Oui, mais c'est temporaire pour avoir des bénéfices long terme. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de faire ces choix-là pour être capable, après ça, de vraiment avoir plus de choix, de liberté. Tu sais, moi, quand j'enseigne, mon objectif, c'est pas de dire, on s'en va faire une diète, faut que tu coupes tout, c'est terminé. Ouais. Le but, c'est justement de mettre des choses en place, des stratégies, oui, de faire des choix plats temporairement, mais sur plusieurs petites sphères pour pas Ouais. te sentir impacté puis brimé dans ta liberté. Parce que beaucoup de gens, leur valeur numéro un, c'est la liberté. Tu leur mets une Mhm. pression, ils se referment comme une huître. Puis là, c'est comme, non, moi, j'ai envie de vivre. On vit juste une seule fois, puis let's go, on dépense. Puis, tu sais, C'est parfait parce que c'était justement une des questions que j'avais pour toi. Justement, entre le juste milieu, parce que moi, je me la pose souvent, fait que je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent qui ça pose aussi, qu'on vit justement dans un moment où on a plus d'opportunités que jamais, right? Il y a plus de choses que tu peux faire de même, que tu peux voir, que tu vois que les gens font. Puis, je sais que moi, dans ma propre évolution financière, si tu veux, je suis une de ces personnes que la minute que
tu restrictes des affaires, que là, je me sens pognée, puis qu'on dirait qu'à l'autre bout, ça va se rempirer, puis je vais faire un extrême de l'autre côté. Fait que pour quelqu'un qui est dans cette mentalité-là, ou que c'est soit qu'il se sent trop pogné, mais qu'en même temps, il faut faire des choix, il faut que tu sois responsable avec ton argent, c'est quoi que tu suggères à cette question-là? Fait que peut-être que je peux te donner un exemple vraiment concret là, pour démontrer le point. Je déménage à Toronto en ce moment. Tu peux imaginer que comparé à habiter à la maison, il y a beaucoup de dépenses associées avec ça, le overhead monte, le loyer, l'auto, tout. Mais je suis pas quelqu'un que, malgré le fait que il faut que je sois plus à mon affaire, mettons, avec mon argent, si quelqu'un m'invite pour aller prendre un café, ben, dans ma tête, le net positive d'aller prendre mon café est beaucoup. Tu sais, je gagne plus en allant prendre mon café avec mon ami puis d'avoir cette interaction-là sociale que de garder mon 7$ puis de rester à la maison. Mais ça, c'est quelque chose que c'est très facile, je pense, de descendre dans un trou puis de pas savoir c'est quand que ça vaut la peine, c'est quand que ça vaut moins la peine. C'est quoi ton opinion là-dessus? Mais moi, mon opinion là-dessus, je pense que, ben, tu l'as dit un petit peu, hein, si tu sais que ça te redonne, ça te donne de l'énergie, ça te booste justement pour aller faire ce que tu as à faire, c'est un investissement. Tu sais, l'objectif, c'est que tu puisses te permettre ça forever. Ouais. Un café à 7$, là, tu sais, c'est bien, ça a été la mode à un moment donné de dire, faut que vous payez tous vos cafés à 7$ si vous voulez avoir une financière. Moi, je suis pas pour ça du tout. Moi, l'objectif, c'est que tu puisses aller, si tu veux y aller 7 jours semaine, t'acheter un café à 7$, do it. Tu peux. Mais fais plus d'argent. Ouais. Fais des choix conscients. Essaye de voir vraiment si tu te rapproches, si tu t'éloignes de tes objectifs. Fais travailler de l'argent pour toi déjà. Tu sais, si tout ça est placé, que tu n'as pas de dette, que tout est bien structuré, do it. L'objectif, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de décisions actuellement là, de millionnaires, puis tout ça. Là. Il y a une vie de rêve, il y a toutes les Selling Sunset, toutes ces choses-là. Ça trigger énormément de gens. Moi, je trouve ça délicieux. C'est délicieux. Parce que ces personnes-là ont des choix. Ouais. Ils se sont créés un network qui ont des choix, fait qu'ils n'ont pas de restrictions. Mais la plupart des vrais riches, là, je ne veux pas dire qu'ils sont faux riches, parce qu'ils sont très riches, mais ils montrent qu'ils sont vraiment au trans, c'est un peu dans l'extrême, là, ces émissions-là. Ouais. Mais ils vont faire des choix conscients, qui ont de l'argent qui travaille pour eux. Fait que quand tu as ce balancier-là, why not? L'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir, si tu as envie de t'habiller en Prada, de t'habiller en Prada. Par contre, il ne faut pas que ça ait un impact sur ton mindset, sur ta valeur, sur comment tu te sens, comment tes dettes vont. Si tu es rendu à 10 000 de dettes, tu t'achètes des Louboutins, t'as une note. Tu sais, tu vas te les acheter, tes Louboutins, j'ai pas de problème. Mais fais une stratégie avant qui va te permettre de faire des petites concessions à certains endroits. Rembourser ce que tu as là, mais avec de l'argent qui travaille de side. Fait que c'est vraiment un équilibre. Là. C'est pas juste le focus sur les dettes, c'est de faire travailler l'argent pour toi, faire du management dans ton day-to-day. Puis après ça, mais fais plus d'argent intelligemment, puis va te les acheter, tes Louboutins. Puis là, je veux redire un peu, ça me ramène un peu parfaitement à ton histoire. Fait que là, t'es dans la partie de ton histoire où que tu gagnes 10$ de l'heure, t'as pour la première fois dans ta vie réussi à mettre 3 000$ de côté. C'est quoi qui s'est passé après ça pour justement faire travailler cet argent-là? Puis non seulement on focus surtout sur l'argent dans cet épisode-là, mais aussi te créer la vie de tes rêves, là, finalement. Puis c'est ce cheminement-là que je trouve vraiment extraordinaire parce que des fois, quand on est dans, justement, le tunnel, comme tu disais au début, que, ben, tu sais, c'est juste supposé être de même. Mais non, c'est pas vrai. On a toute la capacité de vivre une vie de nos rêves, peu importe ça représente quoi, tu sais, pour la personne qui écoute. Mais je suis tellement curieuse de savoir les étapes que tu as prises suite à ça pour, justement, créer ça, oui, en termes de finances, mais aussi juste ta vie quotidienne, là, le travail que tu fais, les choix que tu fais, tout ça. Mais moi, ce 3 000$-là que j'ai accumulé, je l'ai investi dans une formation. OK. Fait que je l'ai investi dans une formation pour bâtir ma formation. Ça a vraiment été mon premier move. Ça a été celui-là, mais en continuant à tout tracker, puis en étant vraiment... Moi, je me connais. C'est vraiment d'apprendre à se connaître. Tu sais, quelqu'un qui dit, ben moi, je vais investir dans une formation, mais je me lèverai pas plus tôt le matin pour la faire. Je mettrai pas les efforts pour la rentabiliser. Ça va être une perte. Fait que mon histoire, elle m'appartient.
elle peut inspirer Mhm. des personnes, mais il faut vraiment prendre le temps de regarder est-ce que moi, c'est quelque chose qui me... Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Je travaillais pour les courtiers de 9h à 5h. Fait que moi, à 4h du matin, je me levais, j'écoutais mes formations. Sur l'heure du dîner, je me pluguais, puis je bâtissais ma formation en même temps. Fait Mhm. que rapidement, moi, quand j'ai joint en septembre 2017, puis en novembre 2017, ma formation chez Unité sortait. Fait que, tu sais, j'ai eu un 2 mois où j'étais vraiment ultra tête, mais je savais que cet argent-là allait travailler pour moi. Hein, ça a été Ouais. quand même un 3 000 $ que j'ai mis sur moi, que je savais qu'elle allait avoir un levier. Fait Mhm. que déjà, je partais que chez Unité, j'ai eu 5 clientes à 1 200 à l'époque, chez Unité, il était. Fait que j'ai fait un kiff-kiff. J'ai fait un Mhm. kiff-kiff, c'est quand même pas suffisant un kiff-kiff. Fait que qu'est-ce que j'ai continué à faire? C'est que j'ai vraiment donné mon 100% dans mon entreprise. J'ai continué à travailler pour mes courtiers, continué à tracker toutes mes finances, continuer à m'observer, continuer à mettre mon 10% de côté pour que l'argent travaille pour moi. Fait que pendant que je rentabilisais, je faisais encore travailler de l'argent. Ensuite de Mhm. ça, j'ai relancé chez Unité encore plus solide, etc. J'ai réussi à bâtir une entreprise quand même assez grande qui m'a permis, elle, d'investir plus rapidement dans... Fait que j'ai pas juste eu ma business et mon perso, c'est que j'ai pris de l'argent pour que cet argent-là travaille rapidement pour moi. Parce qu'on vit maintenant, moi, ce que je dis souvent, tu sais, on dit souvent One life to live. Moi, Mhm. je dis, on vit tous les jours, on meurt une seule fois. Fait que c'est important d'avoir le moment présent qui est groundé, mais de penser aussi à plus tard. Tu sais, Ouais. j'en vois beaucoup, moi, de clients qui ont justement vécu sur le day-to-day, qui sont super stressés pour leur retraite. Ouais. Pas rendu là, je sais pas ton audience est lequel. Honnêtement, ils sont plus vieux que je pensais. Ouais. C'est All in Love, mais j'étais sûre que, tu sais, c'était dans la vingtaine un peu, mais en fait, c'est plus tard dans la vingtaine, puis surtout en trentaine, que je trouve vraiment incroyable. Allô? Oui, ben, Mais ouais. c'est super, mais justement, ça va vite. Autant que c'est loin, autant que ça va vite. Fait que, tu Mm. sais, si t'es bien managé en fin vingtaine, début trentaine, life is good. Parce que tout ce que tu peux, t'as pas de struggle. Parce que l'argent, là, c'est le noyau d'une vie, hein. On a beau dire, j'en veux pas, je n'ai pas de besoin, la vie est belle, fait chier, c'est le noyau, ça a un impact partout. Si c'est mal géré, t'as du stress, t'as de la honte, t'as de la culpabilité, fait que là, ça a un impact sur tes relations, ça a un impact sur tes décisions, ça a un impact sur ce que tu peux te permettre de faire par Absolument. expérience. Fait que c'est Puis là, vraiment t'as un fil. mentionné... Oui, Oui. finis ton point, excuse-moi. Non, Finis ton mais point. c'est ça, fait que c'est un cycle vicieux, puis plus Ouais. vite c'est pris, ton audience est plus jeune, fait que je me permets d'en parler, plus vite c'est pris en charge, plus vite tu peux prendre des décisions qui vont être temporaires, qui vont peut-être te serrer un peu plus, tu vas être sacré, tu vas tellement être, wow, ça m'a pris 2 ans, mais ça m'en aurait pris 10 de la manière où je m'en allais, je me suis surendettée encore plus. Là, je peux faire ce que je veux, mes choix sont conscients, j'ai du fun, pareil, dans le processus, là. Ouais. Puis ça m'amène un peu à deux questions qui vont un peu ensemble. Fait que là, tu as mentionné peut-être pour la première fois le 10%, le chiffre que Ouais. tu mets de côté. Quelqu'un qui écoute peut-être qui pense 10%, wow, genre, je serais jamais capable de mettre 10%. Fait que ma première question, c'est comment t'es arrivé au chiffre 10%? Est-ce que ça se peut que ce numéro-là change pour la personne qui écoute? Puis avec ça, je pense que on est les premiers à penser que quand on gagne pas beaucoup, qu'on n'est pas capable. Ah ben, j'ai pas d'argent à mettre de côté. Fait que ça, j'aimerais ça qu'on debunk ça parce que c'est pas vrai. Fait que je vais commencer avec ça, puis j'ai une autre question après. Mais vas-y Oui. avec ça. 10%, c'est, en fait, en se payer en premier, je pense que c'est un chiffre qu'on devrait garder. 10%. Oui, il semble gros, oui, il y a ça. Tu sais, surtout, les personnes, tu sais, il y a peut-être des gens qui sont endettés déjà là, dans leur tranche d'âge que tu m'as donné, là. Mais 10%, premièrement, ton cerveau, là, il va avec ce qu'il voit dans le compte de banque. Fait que si tu as 2000 dans le compte, il va y aller all-in sur le 2000. Si tu prends 10%, donc 200 $ que tu le mets dans un autre compte, il va y aller pour le 1800. Puis il sait déjà pas ce qu'il dépense. Tu sais pas ce qu'il rentre, tu sais pas ce qui sort. Fait que 200 Ouais. $, je te dis, si tu prends l'habitude de commencer à le mettre de côté, ton 10%, tu le verras même pas. Tu verras même pas la différence. Parce que ton cerveau va être schématisé sur un autre montant. 1800. C'est la première chose que tu fais, là. Tu payes pas toutes tes billes, s'il en reste, tu mets un 10%.
Ça rentre 10%, tu gères avec le reste. T'en as pas assez? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a des choses que tu peux vendre, y a-t-il une job supplémentaire que tu peux faire, y a-t-il une petite business on the side que tu peux partir, y a-tu... Trouve des solutions. Parce que si t'es toujours dans le mode excuse, t'es toujours dans le mode manque, c'est là qu'à un moment donné, là, le 200 $ que j'ai pas mis de côté va s'en aller en dette, va s'en aller en dette, va s'en aller en dette, et que là, ben, rien ne va travailler pour toi. Fait que ça, c'est vraiment le 10%, c'est le chiffre magique. C'est sûr que quand je travaille, des fois, les plans de match avec ma clientèle, moi, j'ai des gens qui sont ultra endettés ou qui ont des gros projets. Fait que des fois, on va peut-être diminuer un peu l'investissement ou s'ils investissent déjà avec leur travail, par exemple, ils ont déjà des REER qui travaillent pour eux. Généralement, je suggère quand même de leur payer de mettre un 10%, mais s'ils ont des projets, des leviers, on va descendre de chiffre. L'important, c'est que ce chiffre-là soit constant mois après mois après mois, pas selon les du vent. En ce mois-ci, je vais mettre 1%. Ah là, je vais mettre 8. Ah là, je pense que j'en mettrai pas. Puis là, je vais en mettre 10. Non. Faut que ça soit un chiffre qui est constant et que tu t'habitues à te trainer, à dire s'il y en manque pour ma fin de mois, je vais pas aller repiger dedans, je vais me trouver des solutions. Oui, absolument. Puis la deuxième question que j'avais par rapport à ça, c'est, là, on englobe, on a dit tantôt, si t'es dans ta fin vingtaine, début trentaine, puis t'as toutes tes stratégies en place, t'es pas mal golden. Mais j'aimerais juste repasser pour que ça soit super concret. Si t'avais une baguette magique, puis tu pourrais la waver, puis que tout le monde a mis en place X stratégies, 3, 2, une stratégie, comme tu veux, pour mettre en place leurs finances ou mettre les systèmes en place, je devrais dire, demain matin, ça serait quoi ces stratégies-là? Ben, la première des choses, je pense que c'est l'observation de soi, donc de comprendre sa personnalité financière. Ça, c'est ce qu'on parle nulle part, c'est ce qui n'est pas regardé, c'est ce qui n'est pas pris en compte. Et je pense que c'est super important. Je vais donner un exemple qui est un peu extrême, qui n'est pas nécessairement pointu sur celui-là. Mais hier, j'ai fait un live d'ailleurs là-dessus tantôt, rapidement. Hier, par exemple, j'étais dans un coaching entrepreneurial. C'est pas moi qui donnais le coaching, j'étais la cliente, il y avait la coach, puis on est 5 clients dans ce coaching-là. Là, il y a une des personnes qui est là, qui a investi dans son entreprise et son entreprise ne va pas bien. Ça va vraiment, vraiment pas bien. Elle a même mis son héritage là-dedans, elle n'a plus une scène, elle n'a plus une scène. Fait que là, la coach, elle lui propose plein de solutions. Elle est en train de talonner en solutions, en stratégie, en stratégie, en stratégie, en stratégie. Puis à tout, tu vois, elle est fermée. Mais non, je vais essayer ça. Puis là moi, j'ai enlevé mon... Le chapeau de coach a joint. J'ai opté, j'ai dit, est-ce que je peux me permettre? J'ai dit, la personne n'a pas besoin de stratégie actuellement. Là. Elle a besoin de se retrouver. Ouais. Fait que c'est vraiment, c'est extrême, hein, parce que les gens sont peut-être pas tous rendus là, mais généralement, on regarde pas. Fait que je peux te donner toutes les stratégies. Si j'ai pas pris en compte qui tu es, où t'en es, ton stress, ton niveau d'anxiété, il est où, comment tu peux manager ça, je vais te donner n'importe quoi, ça ne fonctionnera pas. Tu vas être complètement là, fermé. Fait que c'est important d'aller comprendre ce que la personne est prête à mettre en place et où elle est rendue dans son processus. Fait que quand tu n'es pas accompagné, c'est ta job à toi en tant qu'individu d'être capable de t'observer puis de connaître ta personnalité financière pour être capable de prendre des bonnes décisions après. Ouais. Par exemple, j'en parlais tantôt, quelqu'un qui est extraverti. Je suis une extravertie. Fait que la dopamine, moi, j'aime ça. Tu sais, tu vas me dire, hey, il y a ça, moi, dès que je vois le highlight du wow, c'est sûr. Et la plupart des gens qui sont extravertis, ça va être ça, vont acheter par satisfaction, qui ont besoin là, d'instantané. Mais ça, quand tu connais ton trait de personnalité, tu sais que tu es dans R actuellement, que tu risques d'être dans le down demain matin, tu t'es dépensé un montant que tu n'avais pas. Ouais. Tu es capable de te mettre des stratégies de dire hey, je me tends 24 heures moi avant de prendre des décisions, le temps de retomber et d'être dans mon neutre. Ouais. Quand tu as ces outils-là, c'est plus facile après ça d'aller prendre des bonnes décisions. Tu t'es analysé, tu vois le 360. Fait que ça, c'est mon step number one. Je pense que c'est un très bon step number one. Je pense que c'est un très bon step number one. Step number one. Step number two, te payer en premier. No-brainer. C'est le step numéro 2. Tu commences par ça, tu t'observes. Puis observe, t'es pas mal, tu te payes en premier.
Observe-toi. C'est quoi les croyances qui viennent dans ta tête quand tu vois justement l'argent qui monte, quand tu reçois de l'argent supplémentaire, quand tu viens pour faire un move financier? C'est quoi les émotions? Fait que ça va te permettre aussi d'aller mettre le doigt sur tes croyances, si tu as des biais cognitifs, s'il y a des choses qui te bloquent. Parce que les gens qui sont capables de générer énormément d'argent, mais qui sont pas capables de garder cet argent-là, il y a des blocages familiaux. Ça a l'air super quétaine, mais c'est ça pareil. Ça vient Ouais. d'un langage. Moi, j'ai accompagné une cliente qui faisait 85 000 US par mois dans son compte de banque et elle était incapable de s'acheter des sièges dans un avion. C'était vraiment très difficile pour elle de se payer des petits luxes comme ça. Il a fallu que j'aille shifter en disant you're a first class lady. Tu sais, je veux dire, à l'argent que tu fais, le reste est placé. Là, c'est pas quelqu'un qui coûte son argent, là, c'est she's good to go, là. C'est important que tu t'honores aussi là-dedans. Fait on a implémenté des choses qui font en sorte maintenant qu'elle est capable d'avoir du plaisir dans sa vie, non pas juste d'économie. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est bien beau de dire, hey, moi, j'ai 30 ans, j'ai 100 000 de côté, mais je fais rien de mes journées parce que c'est un autre extrême, c'est une autre croyance. Ça aussi, il faut aller défaire ça, c'est du fine-tuning. Et le troisième, tracker. Tracker. Track tes choses, track tes habitudes, track tes émotions, track comment tu... Tout ça, à un moment donné, ça va devenir une deuxième peau. Quand tu reviens pour faire un choix, tu vas savoir exactement pourquoi tu réagis comme ça, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que ça te rapproche de tes objectifs. Et quand je parle d'objectifs, c'est pas juste des objectifs financiers. Tu en as parlé tantôt pour le café. Moi, j'aime ça, ça me donne un high d'énergie d'aller prendre un café avec une amie. Mais ça te donne un high d'énergie. Fait que c'est-tu mieux que tu sois ermite chez toi, dire je peux pas aller prendre mon café à 7 puis là, déprime, j'ai pas d'argent, ou c'est mieux d'aller chercher de l'énergie, j'ai pris mon café avec mon ami, I'm good to go pour la journée. Non, absolument. Puis je pense que c'est un message tellement important parce que je pense que surtout notre, je vais pas appeler ça la génération, là, parce qu'il y en a plusieurs qui écoutent, mais notre tranche d'âge, si tu veux, je pense qu'on voit les deux extrêmes sur les réseaux sociaux et ailleurs, où tout simplement, on a des parents ou on a des gens autour de nous, des boss, où que on parlait pas de ces choses-là, puis c'est pas quelque chose qu'on a des conversations ouvertes. Fait que je sais que moi, j'en ai tellement appris dans notre dernière petite 40 minutes ensemble, puis je sais que les gens qui écoutent vont en apprendre aussi. Puis en fait, je pense que tu l'as dit plusieurs fois, mais c'est important à répéter que la raison pourquoi c'est important de se penser, ce que je pense présentement à les gens qui, comme moi, plus longtemps, à cause du shame, à cause de peu importe c'est quoi, qui veulent même pas ouvrir la porte pour aller regarder. Ça va comme tous les autres sujets qu'on a sur le podcast, que ça soit ta santé mentale, ta santé émotionnelle, ta relation avec toi-même. Ça va tellement tout ensemble. Puis oui, ça fait peur pour commencer, mais même que ça vaut la peine quand tu te rends jusqu'au bout de ça. Absolument. Puis si je peux renchérir avant que tu continues, Ouais. l'argent, là, j'allais dit tantôt, c'est le poumon, c'est le cœur de ton existence. Je veux dire, tu peux pas vivre sans l'argent. Le beau essayer de vivre d'amour et d'eau fraîche, là, ça marche pas. On a besoin d'un toit, on a besoin de s'habiller, on a besoin de manger. Si tu ne le regardes pas, si tu n'en prends pas soin, OK? C'est la boule de ta vie qui va te créer le plus d'anxiété. Et ce qui arrive, c'est que plus jeune tu es, plus tu es dans le go with the flow, hein, on le sait, puis c'est correct, on a des backup plans, on n'a pas encore de famille nécessairement, la vie est belle, on est dans l'évitement de la situation. Plus t'évites, plus ton dragon, ce que tu regardes pas, ton monstre, appelle-le comme tu veux, se nourrit. Fait que ton anxiété, elle est cachée, mais elle grandit. À un moment donné, rendu à un certain âge, tu ne peux plus faire semblant de ne pas l'avoir. Et c'est là, justement, que des dépressions, que des gens qui sont ultra malheureux. Parce que c'est quelque chose, l'argent, que tu utilises tous les jours, c'est quelque chose que tu dois maîtriser. Tu dois prendre le temps de le regarder, de t'observer et d'être capable de le manager. C'est une ressource. C'est pas j'ai de l'argent, je me sens en sécurité. Il faut que tu te sentes en sécurité même sans argent. Parce que tu sais que tu as les outils pour être capable de te rebâtir. Tu sais que tu as les outils. L'argent, c'est de l'énergie. C'est toi qui la crée. Crée-la de la bonne façon. Quand on sait ça, on est capable de se dire, bon, ben oui, j'ai peur de la regarder, mon argent, mais qu'est-ce qui est le plus épeurant?
la regarder puis être capable de trouver des solutions ou ne pas la regarder puis finalement m'enliser là, dans un sable mouvant puis de plus être capable de remonter. Absolument. Puis, je pose une dernière question reliée à ça, puis après ça, je vais faire la transition dans les petites questions standards de la fin. Je sais que moi, dans ma prochaine étape, je sais pas quand financièrement je vais être capable de la prendre, mais je veux justement quelqu'un pour m'accompagner là-dedans. C'est à quel moment que tu conseillerais aux gens d'aller justement essayer parler à quelqu'un, d'engager un planificateur financier, peu importe, pour les aider dans ce domaine-là de leur vie, parce que je pense que justement, quand t'as pas les outils ou que tu sais pas comment faire, comme la thérapie, comme toute autre chose, ça peut vraiment faire du bien. Oui, c'est plate, faut que tu payes, mais ça fait partie de la game. Mais d'avoir quelqu'un qui t'accompagne là-dedans, c'est à quel moment que tu conseillerais que les gens aillent chercher cette ressource-là? Mais là, tu m'as parlé de planificateur financier, de conseiller financier, eux sont gratuits, hein, by the way. Fait, mais par contre, oui, c'est gratuit de travailler avec un conseiller parce qu'il fait de l'argent sur tes placements. Ah, OK. Il va pas aller travailler tes croyances, il va pas aller travailler Ouais, tes OK. patterns, il va te donner un budget. Mais c'est un budget que tu feras. Moi, j'aime pas les budgets, c'est comme une diète, un budget. Tu sais, il faut que tu Ouais. fasses ça, faut que tu fasses ça, t'as pas de lousse, t'as pas rien, il faut vraiment que tu respectes les choses. Fait que tu Ça, peux c'est aller important. voir ça, Je le c'est à savais pas. n'importe quel moment. C'est gratuit. Par contre, si tu veux avoir un accompagnement qui est complet, comprendre aussi comment aller parler à ton conseiller, comment bien communiquer avec les experts, les professionnels, quand tu places ton argent, être sûr que tu prends des bonnes décisions. Si tu as envie de ça, à quel moment tu fais ce move-là? Généralement, les gens, c'est le dernier recours. C'est quand ils OK. ont tout essayé. C'est quand ils se disent, ben là, je n'ai plus d'alternative et qu'ils n'ont plus d'argent. C'est là qu'ils vont quand même investir parce qu'il faut qu'ils trouvent des solutions. Moi, ce que je souhaite, fondamentalement, c'est que ça soit le contraire qui se crée à un moment donné. Qu'on se dit, ben, je vais investir maintenant. C'est comme à l'école. Tu sais, j'investis pour mon éducation, ça coûte de l'argent, mais j'ai un retour après sur investissement. Ouais. J'ai appris des choses, j'ai développé des skills. Fait que l'objectif, c'est de faire une transition, puis de dire le plus tôt possible, ben, il faut que tu sois prêt. Fait que il faut que tu sois prêt mentalement à dire, tu sais, quand tu investis dans n'importe quoi, comme à l'école, skip tes cours, tu forces, tu y vas pas, whatever, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Fait que sois prêt à t'investir en temps et sur toi pour être capable d'avoir ce retour-là. Fait que tant que tu n'es pas prêt, tu te dis, ah oui, je vais prendre la formation, puis finalement, je ne la ferai pas, je ne la mettrai pas à mon horaire, puis je la ferai. Achète-la. Si tu te dis, hey, moi, je veux aller m'outiller, je suis jeune ou je suis rendue à un espace dans ma vie où j'ai besoin justement d'avoir des meilleures ressources, me comprendre mieux, à travailler mon anxiété, ma motivation, là, c'est le temps de mettre l'argent sur la table. Parce que le retour sur investissement, généralement, est quand même assez rapide pour quelqu'un qui est motivé et qui veut entrer dans la vie. Pas le comprendre. Non, c'est sûr. Pas le comprendre. Absolument. Fait que c'est à ce moment-là que tu dois investir. Puis généralement, comme je te dis, c'est comme moi. Moi, j'ai attendu d'avoir 70 000 avant de dette, faire une faillite, là, avant d'investir sur mon éducation financière. Parce que c'était le dernier recours. J'ai plus le choix, là. La plupart des gens, c'est ça. On a essayé ça, on a fait une consolidation, on a déjà fait une faillite, on a déjà fait. Puis là, faut qu'on aille plus loin. Mais c'est sûr, vous avez été chercher des outils externes, les budgets, la manifestation, ça sert à rien. Ça s'appelle des accessoires. Oui. Tu comprends? Fait qu'il faut que tu reviennes à la base, tes outils à toi internes, tes motivations, tes buts dans la vie, tes objectifs, comment on décortique ça. C'est ça que ça prend pour vraiment bien réussir. Wow. En tout cas, moi, j'attendrai pas. Je sais c'est qui que je vais aller voir quand j'ai besoin d'aide. Mais sans blague, Cindy, merci beaucoup. J'ai 2 dernières questions pour toi qui sont plus reliées au podcast en général. Mais un des gros thèmes, comme tu as pu peut-être déduire à travers les dernières 45 minutes, c'est que la santé mentale, la santé en général, c'est tellement un gros thème, un gros pilier de What Moves You. Puis je suis toujours curieuse de savoir, parce que c'est jamais pareil pour personne, c'est quoi les choses que tu fais, toi, dans ton quotidien pour prendre soin de ta santé, prendre soin de ta santé mentale avant que tu commences? Moi, pour prendre soin de ma santé mentale, j'essaie de m'entraîner 3 à 4 fois semaine. Super important pour moi. Je vais marcher en forêt. Je fais du hiking. J'essaie de faire ça. À l'automne, je vais quasiment 1 fois semaine. L'hiver, j'essaie d'y aller au moins 3-4 fois dans l'hiver. Je lis du développement personnel.
Mm. J'essaye encore tu sais, à 40 ans, là, on n'a jamais tout appris, on a encore Non. des choses à travailler. Je mange bien, j'essaie de couper ce qui est sucre, intégrer le plus de protéines possible dans ma vie. Je suis pas encore super bonne dans tout ça, c'est de la discipline autant que les finances, la bouffe, c'est un autre struggle, mais tout se passe Ouais. ici, hein, tout se passe ici, puis C'est j'essaie de tout me connecté. conditionner tout le temps. Mm. Je suis toujours dans l'action. Je me laisse rarement démotiver. Je vais aller chercher des solutions, mon pick and choose. Fait que ça prend soin de moi. Je me laisse pas donner. Tu sais, je me remonte tout le temps jusqu'à le faire par moi-même. Ce qui, je pense, est un très, très grand plus. Mais après ça, je vais m'entourer des bonnes personnes. Fait que j'essaie d'avoir un réseau de personnes A1 qui vont me supporter dans tout ça, que je vais être capable de supporter aussi, puis qu'on va s'élever ensemble. Ah, c'est super beau. Puis la dernière question que j'ai pour toi, c'est une question que je termine avec chaque podcast. Le podcast s'appelle What Moves You, puis je l'ai nommé ça parce que c'est une question que pendant mes moments plus difficiles ou que je me cherchais ou que j'avais de la misère à connecter avec, tu sais, un peu la joie, puis de où je voulais m'en aller, de revenir vraiment à les petites choses, le pourquoi derrière qu'est-ce que je faisais, puis les petites choses dans mon quotidien qui me mouvent, qui me donnent le goût de me lever de mon lit le matin, d'aller dehors, toutes ces belles choses-là. Fait que ça soit les petites choses que tu fais pour toi ou les grosses choses, tes gros purposes dans la vie, c'est quoi qui te move? Ben, je dirais moi en premier. Tu sais, je me parce que j'ai envie d'être bien, j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie d'avoir la vie que je désire, j'ai envie d'avoir des choix. C'est sûr que mes 3 enfants, donc mon fils humain et mes 2 enfants à poil sont aussi Ouais. mes motivation beaucoup. C'est d'être capable de passer du temps avec eux. C'est d'être capable de leur donner le meilleur aussi. C'est non, mais mes enfants à poil, je veux qu'ils soient bien nourris, les autres aussi. Ouais, mais Fait que c'est important pour moi aussi, ma clientèle. Ma clientèle est importante pour moi. J'ai vécu des moments financiers qui sont très difficiles. Ils sont généralement dans la même position dans laquelle j'étais, puis je le sais qu'avec les bons outils, on est capable de diminuer ça, un stress financier, quand tu te sens pogné, puis whatever. Puis, fait que quand je le sais que je vais avoir un impact, que les gens sont comme wow, tu sais, je comprends, je respire enfin, j'ai des bons outils, puis que j'avance vers ma destination, job done, tu sais. ouais, c'est vraiment cool. Fait que c'est vraiment ça qui me move, puis c'est ça. C'est pas mal ça. Ouais, c'est parfait. Puis écoute, merci de toute notre part. Je sais que tu ne pourras pas parler à toutes les gens qui écoutent à chaque semaine, mais je sais qu'il y a un énorme merci. Puis on a tous appris ensemble. Puis j'espère que les gens vont prendre ça comme une belle motivation pour commencer l'année. On est déjà rendu au mois de février, mais ça, c'est fou. Mais prendre un moment pour vraiment penser à tout ça, puis que choisir que cette année soit pas l'année qu'on a peur, puis qu'on fonce, puis qu'on découvre tout ça, une petite Ouais. étape à la fois. Si jamais les gens veulent soit travailler avec toi ou aller voir un peu plus de ton contenu, tes programmes, c'est où qu'ils peuvent aller te retrouver sur Instagram et autres. Je te laisse mettre cette information-là. Sinon, ben, écoute, merci beaucoup. Merci On à va toi de l'invitation, Malia. C'est vraiment super apprécié. C'est très fun comme conversation. Good. Fait que sur ça, tout le monde, on va se voir lundi prochain. Bye!